Et si tout ce que vous pensiez savoir sur l'Europe, ses valeurs, sa sécurité, n'était qu'une douce illusion? Et si, au cœur même de ce continent éclairé, une monarchie était contrainte de cacher son héritière, non pas d'une armée étrangère, mais d'une mafia sans scrupules? Ce n'est pas une fiction, c'est la réalité glaçante des Pays-Bas de 2022, où les pistes cyclables, les tulipes et la marijuana légalisée ne suffisent plus à masquer l'ombre grandissante du narcoterrorisme. Oubliez l'image d'Amsterdam comme une cité assoupie d'étudiants et de touristes, où le pire qui puisse arriver est un vélo volé ou une amende pour avoir fumé dans un lieu interdit. Le 13 octobre 2022, la famille royale des Pays-Bas a fait une annonce à ces sujets qui n'avaient pas été entendus en Europe depuis les complots médiévaux. L'héritière du trône, la princesse Katharina Amalia, âgée de 18 ans, ne pouvait résider dans sa chambre universitaire à Amsterdam. La raison? Un complot de la mafia marocaine pour l'enlever. Non pas au Mexique, non pas en Colombie, mais au cœur même d'une Europe se voulant éclairée, un pays fier de l'état de droit et des droits humains. La princesse a été évacuée vers le palais Huitenbosch sous surveillance constante 24 heures sur 24 et quelques mois plus tard transférée secrètement en Espagne. Là, sous une fausse identité, elle a poursuivi ses études à Madrid, son propre pays étant incapable de garantir sa sécurité sur son sol natal. Ceci n'est pas un thriller de Netflix, c'est la réalité des Pays-Bas de 2022, où une organisation criminelle surnommée la Mokromafia, abréviation de mafia marocaine, a métamorphosé l'une des nations les plus prospères du monde en un foyer de narcoterrorisme, forçant même la monarchie à capituler. Mais l'histoire de la princesse n'est que la partie émergée de l'iceberg, sous laquelle se cache un océan de sang, d'explosions et de désespoir. Le 6 juillet 2021, aux environs de 19h30, le journaliste de 64 ans, Peter R. De Vries, quitta les studios de la chaîne de télévision RTL Boulevard, au centre d'Amsterdam, après l'enregistrement d'une émission. De Vries n'était pas un simple journaliste d'investigation renommé. Il était une icône nationale, un homme qui, pendant 3 décennies, avait lutté contre le crime organisé, dévoilé la corruption et défendu les droits des victimes. Au cours des dernières années, il était devenu le confident du témoin clé, Nabil B, qui témoignait contre le chef de la Mokromafia, Ridouan Taghi, dans le plus grand procès pénal de l'histoire des Pays-Bas, connu sous le nom d'affaire Marengo. Quelques instants après sa sortie des studios, dans une rue animée de la capitale, De Vries fut abattu d'une balle dans la tête, à bout portant. Un projectile de 9 mm lui traversa le crâne. Le journaliste s'effondra sur l'asphalte, dans une mare de sang, tandis que les passants hurlaient et appelaient une ambulance. Pendant 9 jours, il lutta pour sa vie aux soins intensifs. Mais le 15 juillet 2021, son décès cérébral fut constaté. Plus de 100 000 personnes se rassemblèrent à ses funérailles à Amsterdam. Une nation entière saluant le symbole de la liberté d'expression, assassiné sous les yeux de tous pour avoir osé défier la mafia. L'assassinat de Vries a été le moment où le monde a enfin compris. Les Pays-Bas n'étaient plus un havre de paix. Ce n'était pas la première victime. Le 18 septembre 2019, à 7h35 du matin, dans le paisible quartier résidentiel de Buitenwelder à Amsterdam, l'avocat Dirk Wiersum, qui représentait les intérêts du même témoin clé, Nabil B, fut assassiné. 5 balles à bout portant, à quelques mètres, une exécution professionnelle. Wiersum fut tué près de chez lui alors qu'il se rendait à son travail. C'était la première fois dans l'histoire des Pays-Bas qu'un avocat était assassiné. Et en mars 2018, le frère du témoin Nabil B, Reda P, fut criblé de balles à Amsterdam, un avertissement à quiconque osait parler. 3 homicides retentissants en 3 ans, liés à une seule affaire pénale. Mais derrière ces titres se cache la véritable statistique de l'horreur. De 2012 à 2022, plus de 40 meurtres commandités, liés à la lutte pour le contrôle du marché de la cocaïne, ont été commis aux Pays-Bas et en Belgique. Des explosions devant les maisons de fonctionnaires, de juges, de journalistes sont devenues monnaie courante. Rien qu'en 2022, 23 explosions de grenades à main ont été enregistrées dans la région de Rotterdam et d'Anvers. Les chiffres transforment une question philosophique en une réalité matérielle. En 2024, 110 tonnes de cocaïne ont été saisies dans le port d'Anvers, le plus grand d'Europe pour le trafic de stupéfiants, un record absolu dans l'histoire. 110 tonnes. Ce n'est pas un chiffre abstrait, c'est l'équivalent de 4 milliards de doses, de quoi fournir 50 doses à chaque habitant d'Europe. Mais ce qui est saisi ne représente que 10 à 15% du volume total, si l'on en croit les estimations d'Europol. Cela signifie qu'en réalité, environ 700 à 800 tonnes de cocaïne ont transité par les ports européens en une année. Le chiffre d'affaires annuel de la Mokromafia et des groupes qui lui sont liés, selon les données des services de renseignement néerlandais AIVD, est estimé à au moins 21 milliards d'euros, plus que le PIB de certains États européens. À titre de comparaison, le budget total de la police des Pays-Bas en 2023 était de 3 milliards d'euros. Les criminels sont 7 fois plus riches que ceux qui sont censés les arrêter.
Ce n'est pas une guerre, c'est une capitulation avec paiement échelonné. Le 27 février 2024, le tribunal d'Amsterdam a rendu son verdict pour Ridouan Taghi, l'homme dont le nom est devenu synonyme de narcoterrorisme européen. La prison à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle pour l'organisation de 6 meurtres et 4 tentatives d'assassinat. Ses plus proches collaborateurs, Saïd Razouki et Mario R, ont également été condamnés à la perpétuité. Il semblait que la justice avait triomphé. Mais quelques mois plus tard, en septembre 2025, un tribunal espagnol a libéré Firas Taghi, cousin de Ridouan et de facto numéro 2 de l'organisation pour une erreur de procédure. Et en avril 2024, Karim Bouyakrichan, l'homme même qui avait planifié l'enlèvement de la princesse Amalia, a échappé à la surveillance des autorités espagnoles. La mafia est décapitée, mais elle continue d'agir. L'hydre a perdu une tête et 3 nouvelles ont poussé. Et tandis que Ridouan Taghi purge sa peine en isolement total dans une prison de haute sécurité dans les rues d'Amsterdam, Rotterdam, Utrecht et Anvers, la jeune génération de gangsters marocains poursuit ses activités, devenant encore plus cruelle et moins prévisible, car ils n'ont plus d'autorité capable de contenir le chaos. La question n'est plus de savoir si l'Europe perd la guerre contre la drogue. La question est de savoir si elle a réalisé que cette guerre est déjà en cours, et que sur le champ de bataille, ce ne sont pas les corps de trafiquants de drogue qui gisent, mais ceux de journalistes, d'avocats et de princesses qui sont cachés dans des pays étrangers parce que leur propre terre est devenue trop dangereuse. Mais pour comprendre comment les Pays-Bas, un pays depuis des siècles associé au respect de la loi, à l'ordre et à la prospérité, se sont transformés en capitale européenne du narcoterrorisme, il faut remonter 60 ans en arrière, au moment où les premiers navires de travailleurs immigrés d'Afrique du Nord sont arrivés dans les paisibles villes néerlandaises. Les années 1960 furent l'époque du miracle économique en Europe occidentale. L'Allemagne, la Belgique, les Pays-Bas, se remettant de la Seconde Guerre mondiale, avaient désespérément besoin de main-d'œuvre bon marché pour leurs usines, leurs mines, leurs constructions. Le gouvernement des Pays-Bas conclut un accord avec le Maroc pour attirer les gastarbeiters, des travailleurs temporaires censés venir pour quelques années, gagner de l'argent et rentrer chez eux. Entre 1964 et 1973, environ 130 000 Marocains arrivèrent aux Pays-Bas, la grande majorité provenant d'une seule région, le massif montagneux du Rif au nord du Maroc. Les montagnes du Rif ne sont pas simplement un nom géographique. C'est le lieu où, pendant des siècles, a été cultivé le meilleur hashish du monde, connu sous le nom de kif. Les paysans de villages comme Ketama, Bab Bered, Issa Guen cultivèrent le cannabis depuis des siècles, ce qui constituait la base de leur économie. Lorsque dans les années 1920, les autorités coloniales européennes tentèrent d'interdire cette culture, cela provoqua une révolte armée, brutalement réprimée par les Espagnols et les Français. Mais la tradition perdura. Au milieu du XXe siècle, la région du Rif produisait 80% de tout le hashish marocain. Et à la fin du siècle, environ la moitié du volume mondial. Lorsque les jeunes Marocains de ces villages arrivèrent à Rotterdam, Amsterdam, Utrecht, ils apportèrent avec eux non seulement des mains calleuses et l'espoir d'une vie meilleure, mais aussi des liens avec les clans familiaux qui contrôlaient la production de drogue dans leur pays. Les premières années, les immigrés travaillèrent réellement dans les usines, sur les docks de Rotterdam, sur les chantiers. Pour un poste de 12 heures, un docker recevait de 800 à 900 florins par mois, environ 400 $ de l'époque. C'était 3 à 4 fois plus que ce qu'ils pouvaient gagner au Maroc, mais la vie aux Pays-Bas était chère et l'attitude de la population locale froide au mieux, ouvertement hostile au pire. Les Marocains furent logés dans des quartiers ouvriers en périphérie, Slotermeer et Bijlmermeer à Amsterdam, Delfshaven et Feyenoord à Rotterdam, où les conditions de vie rappelaient les bidonvilles. Immeubles en béton sans chauffage, appartements surpeuplés où vivaient 8 à 10 personnes, absence d'écoles adéquates pour les enfants. Dès les années 1970, il devint évident que les travailleurs temporaires ne partiraient nulle part. Ils commencèrent à faire venir leurs familles, à s'installer, à avoir des enfants qui, juridiquement, devenaient citoyens des Pays-Bas, mais socialement, restaient des parias. C'est précisément dans cet environnement qu'un commerce parallèle commença à se développer. Dans les années 1970, l'Europe connut une croissance explosive de la demande de hashish marocain parmi les hippies, les étudiants, la bohème. La Hollande, avec sa politique libérale envers les drogues douces, devint le marché idéal. Les immigrés marocains comprirent une vérité simple. Un kilogramme de hashish, acheté à des proches dans le Rif pour 50 $, pouvait être vendu à Amsterdam pour 500 à 600 $. Une rentabilité de 1000%. Il n'était pas nécessaire de s'épuiser sur les docks. Il suffisait d'organiser le canal d'approvisionnement. Les premières cargaisons étaient transportées par les immigrés eux-mêmes de retour de vacances dans leur pays. Le hashish était caché dans les roues de secours des voitures, dans les doubles fonds des valises, à l'intérieur de boîtes de conserve. À l'époque, les douanes n'étaient pas aussi vigilantes et les
peine ridicule. Au maximum, quelques mois de prison ou une amende. Au début des années 1980, l'échelle changea. Au lieu de coursiers individuels, des clans familiaux surgirent, contrôlant tout le cycle, de la production au Maroc à la distribution dans les coffee shops d'Amsterdam. Les premiers grands acteurs apparurent, dont les noms ne sont connus que d'un cercle restreint d'analystes de la police, mais dont les fortunes, à la fin des années 80, se chiffraient en millions de florins. L'un d'eux, Abdelhakem, originaire du village de Ketama, contrôlait, dès 1985, des approvisionnements de hashish allant jusqu'à 3 tonnes par an. Son schéma était simple et efficace. Le hashish était pressé en plaquettes de 200 grammes, emballé dans du polyéthylène, imprégné d'huile de poisson pour tromper les chiens et envoyé par voie maritime via le port de Tanger à Rotterdam, à l'intérieur de conteneurs de marchandises légales, céramiques, textiles, légumes. Au port l'attendaient les dockers, où travaillaient des compatriotes prêts, pour 300 florins, à fermer les yeux sur le contenu de la caisse. Mais le véritable tournant se produisit à la fin des années 1990, lorsque les groupes marocains comprirent que le hashish appartenait au passé. 1 kilogramme de hashish rapportait 500 € de profit net. 1 kilogramme de cocaïne, 30 000. Une différence de 60 fois. Imaginez un Marocain de 2e génération, né à Rotterdam, ayant grandi dans le ghetto de Feyenoord, où le chômage des jeunes atteignait 40%. Il a 25 ans, aucune éducation, ses parents travaillent comme agents de nettoyage pour 1 200 € par mois. Un emploi légal, s'il a de la chance, lui rapportera 900 €. Un voyage en Amérique du Sud avec le retour de 2 kg de cocaïne, 50 000 €. Que choisiriez-vous si 3 jeunes frères et une sœur attendaient que vous les aidiez à sortir de la misère? Ce n'est pas une justification. C'est l'explication de pourquoi, au début des années 2000, toute une génération de jeunes Marocains avec des passeports néerlandais, un anglais courant et des liens dans le Rif a choisi la voie qui transformera l'Europe en la Nouvelle-Colombie. Parmi eux se trouvait un jeune homme, né le 20 décembre 1977, dans un village marocain et amené aux Pays-Bas enfant. Il s'appelait Ridouan Taghi et deviendra l'architecte de l'empire contre lequel la famille royale se cachera. Ridouan Taghi est né le 20 décembre 1977 dans un petit village près de la ville de Nador, dans la région marocaine du Rif. On sait peu de choses de sa petite enfance. La famille était pauvre, le père gagnait sa vie avec des petits boulots occasionnels, la mère élevait plusieurs enfants dans une maison sans eau courante. Lorsque Ridouan avait environ 5 ans, la famille émigra aux Pays-Bas, s'installant à Enschede, une ville industrielle dans l'est du pays, à la frontière allemande, où les usines textiles embauchaient encore de la main-d'œuvre bon marché. Enschede, au début des années 80, était un exemple typique de ville industrielle mourante. Les usines fermaient les unes après les autres, délocalisant leur production en Asie. Le chômage augmentait et les quartiers d'immigrés se transformaient en zones de désastre social. La famille Taghi vivait dans le quartier de Twekelerveld, des blocs de béton à plusieurs étages où Turcs, Marocains, Surinamais s'entassaient sur le même palier, chacun avec ses propres problèmes, mais unis par une chose, l'absence de futur. Ridouan grandit comme un enfant tranquille, réservé qui, selon les souvenirs des enseignants, ne se distinguait ni par de bons ni par de mauvais résultats. Il était simplement invisible. Mais c'est à l'adolescence que sa transformation commença. À 14 ans, en 1991, Taghi fut arrêté pour la première fois par la police pour le vol d'une bicyclette. Suivirent ensuite de petits vols à l'étalage, des bagarres, du vandalisme. À 16 ans, il était déjà enregistré auprès des services pour délinquants mineurs. Mais à cette époque, le système néerlandais de justice juvénile était réputé pour sa clémence. Au lieu de la prison, les adolescents étaient envoyés à des travaux d'intérêt général ou recevaient une peine avec sursis. Pour ceux comme Taghi, ce n'était pas une punition, mais une formation. L'occasion de rencontrer d'autres jeunes criminels, de nouer des liens, de comprendre que le vrai argent ne se fait pas en volant des vélos. Vers la fin des années 90, Ridouan Taghi déménagea à Amsterdam, où il s'intégra dans le milieu criminel marocain du quartier de Slotermeer. C'est là qu'il commença à vendre du hashish, travaillant pour des dealers plus expérimentés. Le schéma était standard pour l'époque. Achat de grandes quantités de hashish auprès de fournisseurs marocains pour 3 à 4 000 € les 10 kg, conditionnement en petites doses et vente via un réseau de dealers de rue ou de coffee shop. Le profit était d'environ 200%, mais la concurrence était féroce et la police effectuait régulièrement des descentes. En 1998, Taghi fut arrêté avec 2 kg de hashish et condamné à 8 mois de prison. Il purgea 6 mois à la prison de Bilmerbage à Amsterdam, un établissement que les policiers appelaient entre eux l'université du crime, car c'est là que les jeunes dealers faisaient connaissance avec des braqueurs professionnels, des contrebandiers et des tueurs à gages. Libéré en 1999, Taghi prit une décision qui changea son destin et celui de toute la criminalité néerlandaise.
il passa du hashish à la cocaïne. Le calcul économique était élémentaire, mais tous ne le comprenaient pas. Une cargaison de hashish de 10 kg coûtait 3 500 €, se vendait pour 7 000 à 8 000, un profit net de 4 000. Les mêmes 10 kg de cocaïne pouvaient être achetés auprès de fournisseurs colombiens en Amérique du Sud pour 120 000 €, transportés en Europe et vendus en gros pour 350 000 ou au détail pour 500 000. Différence, 230 000 minimum. Le risque était plus élevé, mais la récompense incomparable. Au début des années 2000, Tagui avait déjà organisé les premiers canaux d'approvisionnement via des proches ayant des liens en Espagne et au Maroc, ou opérait des bases de transit intermédiaires pour la cocaïne provenant de Colombie et du Venezuela. L'année 2005 fut décisive. Tagui entra en contact avec un groupe lié au cartel colombien du Norte del Valle, l'une des plus grandes organisations contrôlant l'exportation de cocaïne après la chute des cartels de Medellín et de Cali. Le schéma était rodé dans les moindres détails. La cocaïne était pressée en Colombie, puis par voie maritime via l'Afrique de l'Ouest, le plus souvent via la Guinée-Bissau ou le Ghana, où des fonctionnaires corrompus garantissaient, pour 200 à 300 000 $, un transit sécurisé. Elle était livrée au Maroc ou directement au port espagnol d'Algeciras. De là, les cargaisons en petit volume de 20 à 30 kg étaient transportées par voie terrestre via la France vers les Pays-Bas ou directement chargées dans des conteneurs à destination de Rotterdam. Pour Tagui, la clé devint l'accès au port de Rotterdam, le plus grand d'Europe, où plus de 14 millions de conteneurs étaient traités annuellement. Les contrôler tous physiquement est impossible. Les douanes n'inspectaient pas plus de 2%. Et si l'on ajoutait un docker corrompu, prêt pour 5 000 € à laisser passer accidentellement le bon conteneur, le système devenait pratiquement impénétrable. Dès 2008, Ridouan Tagui se transforma de petit commerçant en grand grossiste. Son chiffre d'affaires annuel, selon les estimations de la police néerlandaise, s'élevait à pas moins de 2 millions d'euros de bénéfices nets. Le budget de ces opérations se présentait plus ou moins ainsi. 2 millions pour l'achat de cocaïne en Colombie et son transport jusqu'en Afrique de l'Ouest. 500 000 pour les pots de vin aux douaniers et aux dockers de Rotterdam. 300 000 de plus pour l'entretien d'une équipe de 20 à 30 personnes. Coursiers, chauffeurs, gardes, dealers. Total, environ 3 millions de dépenses contre des recettes de 10 à 12 millions. 7 à 9 millions d'euros nets chaque année. Mais l'argent générait un problème, les concurrents. Et Tagui comprit rapidement que dans ce milieu, ce ne sont pas les plus intelligents qui survivent, mais les plus impitoyables. Son premier meurtre commandité, dont les enquêteurs eurent connaissance de nombreuses années plus tard, se produisit vraisemblablement en 2007 ou 2008. La victime fut un dealer marocain qui tentait de soustraire à Tagui un canal d'approvisionnement. Le corps ne fut jamais retrouvé. À partir de ce moment, Ridouan Tagui cessa d'être simplement un homme d'affaires de la drogue et devint celui que le monde retiendrait, l'architecte de la terreur. Mais un loup solitaire, aussi impitoyable soit-il, n'est pas capable de bâtir un empire qui embrasse un continent. Tagui le comprenait mieux que beaucoup, et c'est précisément pourquoi, entre 2010 et 2015, il accomplit ce que les services de renseignement néerlandais et américains appelleraient plus tard la création du supercartel européen, une alliance sans précédent de groupes criminels de différents pays, unis par un objectif unique: faire de l'Europe le plus grand marché de cocaïne au monde. Ce n'était pas une simple coalition de circonstances, mais une structure commerciale complexe avec une hiérarchie claire, une répartition des rôles et une chaîne logistique dont l'efficacité n'avait rien à envier aux entreprises transnationales légales. En 2013, les enquêteurs de la DEA, l'agence antidrogue américaine, découvrirent une correspondance cryptée qui révéla l'ampleur de ce réseau. Des représentants de la Camorra italienne, de la mafia irlandaise, des groupes balkaniques et des cartels sud-américains en faisait partie. Figure clé de cette alliance, aux côtés de Tagui, Raffaele Imperial, originaire de Naples, membre du clan camorriste Amato Pagano, l'un des plus grands narcotrafiquants d'Italie. Imperial, né en 1974, contrôlait déjà au début des années 2000 une part significative des approvisionnements de cocaïne dans le sud de l'Italie. Sa spécialité était la logistique. Imperial possédait un réseau de sociétés écrans qui s'occupaient des transports maritimes, ce qui permettait de légaliser les conteneurs de drogue sous forme de cargaisons légales: fruits, céramiques, meubles. En 2012, il rencontra Tagui par des intermédiaires communs au Maroc et leur partenariat changea les règles du jeu. Si auparavant chaque groupe travaillait pour son propre compte, se faisant concurrence pour les routes et les marchés, un système de coopération émergeait désormais. Les Italiens garantissaient la logistique maritime et les liens avec les fournisseurs sud-américains. Les Néerlandais fournissaient l'accès aux ports de Rotterdam et d'Anvers et le profit était partagé proportionnellement aux investissements. Le deuxième pilier de l'alliance devint Daniel Kinahan, irlandais de la tristement célèbre famille criminelle Kinahan qui contrôlait le trafic de drogue en Irlande et en Grande-Bretagne. Né en 1977 à Dublin, Daniel était le fils de Christy Kinahan,
fondateur du cartel, et avait été immergé dans les affaires familiales dès son enfance. Dès 2010, le jeune Kinahan dirigeait de facto les opérations du cartel, remplaçant son père vieillissant. Son rôle dans le supercartel consistait en la distribution de la cocaïne sur les marchés britanniques et irlandais où la demande était colossale. Rien qu'en Grande-Bretagne, la consommation annuelle était estimée à 120 à 130 tonnes. Kinahan était également responsable du blanchiment d'argent via un réseau de sociétés de promotion de boxe et d'immobilier de luxe à Dublin et Londres. Sa fortune personnelle, en 2015, était estimée par l'Agence nationale contre le crime britannique à au moins 100 millions de livres sterling. Le troisième joueur était Edin Gacanin, connu sous le nom de Tito, un baron du crime bosniaque né en 1973 à Sarajevo. Gacanin commença sa carrière dans les années 90 pendant la guerre en Yougoslavie, lorsque le chaos et l'effondrement de l'État permirent à de nombreux individus de transformer armes et relations en capital. Dès les années 2000, il contrôlait les routes des Balkans, un corridor terrestre d'une importance critique par lequel la drogue des ports de Grèce et d'Albanie se dirigeait vers l'Europe de l'Ouest. Sa spécialisation, les camions blindés avec des compartiments secrets traversant les frontières de la Serbie, de la Croatie, de la Slovénie, de l'Autriche, de l'Allemagne. Pour chaque voyage réussi, Gacanin recevait de 5 à 10% de la valeur de la cargaison. Avec une cargaison moyenne de 300 kg de cocaïne d'une valeur de 9 millions d'euros en gros, sa part s'élevait à 450 000 à 900 000 euros pour un seul voyage. Mais le maillon le plus important de la chaîne restait les Sud-Américains. Richard Riquelme Vega, connu sous le nom de El Rico, chilien d'origine, mais travaillant pour les cartels colombiens, était le lien entre les producteurs de cocaïne dans les Andes et les acheteurs européens. Né en 1981 à Santiago, Riquelme déménagea en Colombie au début des années 2000 et gagna rapidement la confiance des héritiers du cartel démantelé du Norte del Valle. Sa tâche était d'organiser l'expédition de cocaïne par voie maritime depuis les ports de Buenaventura et Carthagène vers l'Afrique de l'Ouest, principalement en Guinée-Bissau, où dès 2010, les narcocartels contrôlèrent de fait l'appareil d'État. Selon les données de l'ONU, entre 1999 et 2010, jusqu'à 50 tonnes de cocaïne transitaient annuellement par ce minuscule pays. De là, la cargaison partait par mer vers le Maroc, où les groupes marocains de Tagui la faisaient passer par Gibraltar en Espagne. Et puis, à Rotterdam et Anvers, l'économie de ce supercartel stupéfiait par son ampleur. Un kilogramme de cocaïne en Colombie coûtait 1 500 $. La livraison par mer en Afrique de l'Ouest ajoutait 500 $ supplémentaires par kilogramme. Carburant, équipage du navire, pot de vin. En Guinée-Bissau, les fonctionnaires locaux recevaient 300 $ pour chaque kilogramme passé par leur territoire. Le transport au Maroc, 200 de plus. Au total, le coût de production d'un kilogramme de cocaïne au moment de son arrivée à Rotterdam s'élevait à environ 2 500 $. Le prix de gros aux Pays-Bas, 35 000 €. Différence, 32 500 € de profit net sur chaque kilogramme, avec un volume d'approvisionnement qui, dès 2014, atteignait, selon les estimations d'Europol, 300 à 400 kg par semaine. Le profit annuel du supercartel dépassait les 250 millions d'euros. Cet argent était distribué entre les participants, blanchi via l'immobilier, les restaurants, les concessionnaires automobiles et finissait dans des sociétés offshore au Panama et aux Émirats arabes unis. C'est Dubaï qui est devenu de fait le quartier général de cette alliance. À partir de 2012, Tagui, Imperial et Kinahan se rencontraient régulièrement dans des villas luxueuses à Palm Jumeirah, discutant des détails des affaires, de la répartition des routes et de l'élimination des concurrents. Dubaï était l'endroit idéal, absence d'accord d'extradition avec la plupart des pays européens, contrôle minimal des flux financiers, luxe et sécurité pour ceux qui avaient de l'argent. Tagui y vivait avec sa famille dans une villa d'une valeur de 4 millions d'euros, conduisait des Bentley et des Rolls-Royce, passait son temps dans des restaurants d'élite. Mais derrière la façade du milliardaire se cachait un homme qui donnait des ordres de tuer avec la même légèreté qu'il commandait un dîner. Les ordres commencèrent à arriver dès le début de l'année 2014, lorsque l'empire de Tagui fut confronté à un problème inévitable pour toute entreprise criminelle de cette envergure: la trahison interne et la concurrence externe. Janvier 2014 devint le mois où le monde vit pour la première fois les méthodes par lesquelles la Mokromafia allait faire régner l'ordre sur son territoire. Le 22 janvier, dans la zone de Noordwijk, une banlieue balnéaire tranquille entre Amsterdam et La Haye, le jeune étudiant de 22 ans, Mohamed Al-Arassi, fut assassiné. 3 balles de 9 mm à la tête et à la poitrine, une exécution professionnelle. Al-Arassi n'était pas un trafiquant de drogue, ni un concurrent. C'était une victime accidentelle, le frère d'un homme qui devait à Tagui une somme importante pour une cargaison de cocaïne.
L'assassinat d'un proche comme méthode de pression sur le débiteur, c'est une tactique des cartels latino-américains, mais aux Pays-Bas, jusqu'à ce moment, elle n'était pratiquement pas appliquée. La police fut choquée, l'opinion publique indignée. Mais pour Tagui, ce n'était qu'un signal commercial. Les dettes doivent être remboursées, sinon les proches paient le prix. Le suivant fut Samir Jabli, un trafiquant de drogue marocain d'Utrecht, qui tenta d'organiser son propre canal d'approvisionnement en cocaïne en contournant Tagui, utilisant des contacts à Anvers. Jabli était un joueur expérimenté qui avait commencé sa carrière dans les années 90 avec le commerce d'héroïne, mais il commit une erreur fatale en sous-estimant le contrôle de Tagui sur l'infrastructure portuaire. Le 7 décembre 2014, vers 23h, Jabli sortit d'un restaurant au centre d'Utrecht, monta dans sa Mercedes classe S et démarra le moteur. 2 tueurs à gages à moto s'approchèrent de la voiture des deux côtés, brisèrent les vitres et tirèrent sur lui 14 balles. La mort fut instantanée. Les caméras de surveillance filmèrent les agresseurs, mais la moto était volée, les plaques fausses et les visages cachés par des casques. Les exécuteurs se fondirent dans la nuit et la police ne parvint jamais à les retrouver. Mais pour les initiés du monde criminel, le message était clair, tenter de rivaliser avec Tagui équivalait à une condamnation à mort. Cependant, la véritable crise pour l'organisation commença en juin 2015, lorsqu'un des plus proches collaborateurs de Tagui, Ebrahim B, prit une décision qui allait déclencher une réaction en chaîne de violence et finalement entraîner la chute de l'empire entier. Ebrahim, un Marocain de 43 ans, né aux Pays-Bas et ayant travaillé avec Tagui pendant plus de 10 ans, fut arrêté par la police espagnole à Marbella, sous l'accusation de possession de 300 kg de cocaïne. Face à la perspective de la prison à perpétuité, Ebrahim craqua et accepta de devenir témoin clé, un informateur qui, en échange de clémence, était prêt à révéler la structure de l'organisation, à donner des noms, à fournir des preuves. Dans le système juridique néerlandais, l'institution du témoin clé existait, mais était très rarement utilisée en raison des risques évidents. Ebrahim le savait, mais n'avait pas le choix. Ces dépositions devinrent la base de l'enquête que le procureur néerlandais nomma du nom de code Marengo, en l'honneur de la bataille de Napoléon, pour symboliser l'ampleur de l'opération imminente. Dès le moment où, en juillet 2015, Ebrahim signa officiellement l'accord de collaboration avec l'enquête, la chasse commença. Tagui, qui se trouvait à ce moment-là à Dubaï, reçut l'information de la trahison par des policiers corrompus, un fait qui sera ultérieurement établi par une enquête interne et mènera à l'arrestation de 2 officiers de la police d'Amsterdam. Sa réaction fut instantanée et impitoyable, l'ordre de détruire non seulement Ebrahim lui-même, mais aussi tous ceux qui lui étaient liés ou au procès. Le 26 mars 2018, à Amsterdam, Reda B, le frère de 38 ans du témoin clé Nabil B, qui avait remplacé Ebrahim après que ce dernier eût été placé sous protection, fut assassiné. Reda n'avait aucun rapport avec le narco-business. Il travaillait comme mécanicien automobile, élevait 2 enfants. Il fut tué en plein jour dans un lave-auto où il était arrivé avec sa Volkswagen Polo, 6 balles à la tête et au dos, à 2 mètres de distance. Les tueurs à gages s'enfuirent sur un scooter volé. C'était une vengeance et un avertissement à la fois. Quiconque parle à la police perd non seulement sa propre vie, mais aussi celle de ses proches. Les méthodes utilisées par l'équipe d'assassins de Tagui étaient empruntées à l'arsenal des services secrets et des unités militaires. Les enquêteurs découvrirent qu'avant chaque meurtre, la victime était sous surveillance pendant de nombreux jours. Des localisateurs GPS étaient attachés aux voitures, permettant de suivre les déplacements en temps réel. Des drones avec caméra étaient utilisés pour la reconnaissance aérienne des environs de la maison et du lieu de travail de la cible. Des enquêteurs privés se faisant passer pour des journalistes ou des agents d'assurance étaient engagés pour découvrir la routine quotidienne. Dans la correspondance, saisie ultérieurement du serveur piraté EncroChat, un réseau téléphonique crypté utilisé par les criminels dans toute l'Europe, Tagui discutait des détails des opérations avec le sang-froid d'un stratège militaire. L'objectif sort de chez lui à 7h40, chemin inchangé, pas d'escorte, fenêtre d'exécution, 60 secondes. Fin 2017, la liste des victimes, directement ou indirectement liées à l'affaire Marengo, atteignait 9 personnes tuées et 4 blessées après des tentatives échouées. Mais la police accumulait méthodiquement les preuves. Le 6 mars 2021, le procès Marengo commença au tribunal d'Amsterdam, le plus grand de l'histoire des Pays-Bas par le nombre d'accusés, le volume de preuves et le niveau de protection. 17 personnes comparurent devant le tribunal, y compris Ridouan Tagui, accusé de l'organisation de 6 meurtres, 4 tentatives d'assassinat, de la direction d'une organisation criminelle et du trafic illégal de plus d'1 tonne de cocaïne. Le procès s'étendit sur 142 jours d'audience, au cours desquels plus de 300 témoins furent entendus, 500 volumes de preuves furent
présenté, le résultat de 6 ans de travail opérationnel. La salle d'audience fut transformée en forteresse. Verres pare-balles, gardes armés, détecteurs de métaux à chaque entrée. Les accusés se trouvaient dans des cages derrière des cloisons blindées. Mais même derrière les barreaux, Taghi restait une figure qui inspirait la peur. Son regard, dirigé vers les procureurs, en disait plus que n'importe quel mot. Mais Taghi comprit que le procès n'était pas seulement une procédure juridique, mais une guerre d'anéantissement, et que l'arme principale du procureur n'était pas les preuves, mais les personnes prêtes à parler. Et si l'on ne pouvait pas faire taire les témoins directement, il fallait détruire ceux qui les défendaient. Le 18 septembre 2019, à 7h35 du matin, l'avocat de 49 ans, Dirk Wiersum, sortit de sa maison dans la paisible rue résidentielle Imstenrad, dans le quartier de Buitenveldert à Amsterdam. C'était un mercredi de travail ordinaire où Wiersum prévoyait d'arriver au bureau pour 9h du matin afin de se préparer à la prochaine audience de l'affaire Marengo. Il représentait les intérêts du témoin clé, Nabil B., qui témoignait contre Taghi et son organisation. Wiersum connaissait les risques. Après l'assassinat du frère de son client en mars 2018, il avait reçu un avertissement de la police sur une menace possible, mais avait refusé une escorte permanente, estimant que dans un pays civilisé, les avocats étaient intouchables. Cette confiance lui coûta la vie. Le tueur à gages l'attendait près d'une Volkswagen Golf garée, au volant de laquelle se trouvait un complice, moteur allumé. Quand Wiersum s'approcha de sa voiture, l'assassin sortit de derrière l'angle et, à 3 mètres de distance, tira 5 balles d'un pistolet semi-automatique de calibre 9 mm. 2 balles touchèrent la tête, 3, le haut du corps. La mort fut instantanée. Les agresseurs s'enfuirent à bord de la Volkswagen, qui fut retrouvée incendiée 20 minutes plus tard dans le quartier voisin de Sloterdijk. Tactique standard pour la destruction des preuves. Les caméras de surveillance filmèrent la voiture, mais les plaques étaient fausses et les visages cachés par des cagoules. L'assassinat de l'avocat Wiersum devint le premier crime de ce type dans l'histoire moderne des Pays-Bas et provoqua une vague de choc qui traversa tout le pays. Le même jour, plus de 5000 avocats descendirent dans les rues d'Amsterdam avec des rubans noirs demandant protection à l'État. Le ministre de la Justice, Ferdinand Grapperhaus, qualifia l'assassinat d'attaque contre l'état de droit. Mais les mots ne ressuscitaient pas les morts. L'enquête établit rapidement le lien avec l'affaire Marengo. Dans la correspondance saisie d'Encrochat, des messages furent découverts, envoyés 2 semaines avant l'assassinat, discutant des problèmes avec l'avocat et de la nécessité de colmater la brèche. L'un des exécutants, Germo B., un néerlandais d'origine surinamaise de 26 ans, fut arrêté en janvier 2020 grâce à l'analyse de l'ADN laissé sur la scène du crime. Sous la pression des preuves, il avoua avoir reçu 50 000 € pour l'exécution de l'ordre transmis via un intermédiaire lié à l'entourage de Taghi. Le second participant, le chauffeur, est toujours en liberté. Mais l'élimination de Wiersum n'arrêta pas le procès, sa place fut prise par un autre avocat et le témoin Nabil B. fut placé sous surveillance renforcée, vivant de fait dans un lieu secret avec la protection des forces spéciales 24 heures sur 24. Alors, Taghi changea de tactique. Si l'on ne pouvait atteindre le témoin et son avocat, il fallait frapper ceux qui rendaient public le procès, les journalistes. Peter R. De Vries n'était pas simplement un célèbre présentateur de télévision. Il était une légende vivante du journalisme néerlandais. Un homme qui avait consacré 40 ans à l'enquête sur les crimes, obtenu la résolution de dizaines d'affaires retentissantes et était devenu le confident de Nabil B., soutenant publiquement sa décision de témoigner. De Vries apparaissait régulièrement à la télévision, commentant l'affaire Marengo, qualifiant Taghi de lâche qui se cache derrière des tueurs à gages, et promettait que la justice triomphera. Pour Taghi, c'était une insulte personnelle et une menace stratégique. De Vries formait l'opinion publique, transformant le taciturne baron de la drogue en une figure diabolisée. Le 6 juillet 2021, De Vries, comme à son habitude, arriva au studio de la chaîne de télévision RTL Boulevard au centre d'Amsterdam pour l'enregistrement de l'émission du soir. Le tournage se termina à 19h20 et à 19h30, il sortit dans la rue Lange Leidsedwaarstraat, se dirigeant vers sa voiture garée. Il restait 15 secondes avant le tir. 2 personnes, qui l'attendaient à 30 mètres de la sortie, commencèrent à bouger. L'un, le tireur, vêtu d'une veste sombre et d'une casquette. Le second, le chauffeur, qui tenait prête une Renault Kadjar, volée 2 jours plus tôt dans la banlieue d'Utrecht. Quand De Vries passa devant les voitures garées, le tueur à gages s'approcha par derrière, sortit un pistolet de calibre 9 mm et lui tira une balle dans la tête à moins d'1 mètre de distance. Le projectile pénétra dans la nuque et se logea dans le cerveau. De Vries tomba sur le trottoir saignant, tandis que les passants hurlaient et appelaient les secours. Les agresseurs montèrent dans la Renault et tentèrent de s'enfuir, mais commirent une erreur qui leur coûta leur liberté. Ils furent bloqués dans les embouteillages à la sortie de la ville. 40 minutes plus tard, la police intercepta la voiture sur l'autoroute A4 près de la ville de Leidschendam. Dans la voiture se trouvaient 2 personnes. Delano G., un tueur à gages néerlandais de 28 ans, et Camille E., un Polonais de 19 ans. Le pistolet fut trouvé sous le siège. Tous 2 furent arrêtés, mais De Vries
était déjà dans le coma à l'hôpital d'Amsterdam. Pendant 9 jours, les médecins luttèrent pour sa vie, mais le 15 juillet 2021, la mort cérébrale fut enregistrée. Le roi Willem-Alexander et le Premier ministre Mark Rutte firent des déclarations officielles, qualifiant l'assassinat de perte pour la nation entière. Aux funérailles de De Vries à Amsterdam, plus de 100 000 personnes se rassemblèrent. Des rues entières étaient remplies de gens brandissant des portraits du journaliste et des pancartes avec les inscriptions « La vérité ne meurt pas ». Mais derrière les discours funèbres se cachait un fait terrifiant. La Mocro-Mafia avait tué un avocat et un journaliste qui travaillaient pour l'État. Et la société réalisa qu'elle était dans un état de guerre qu'elle était en train de perdre. Au cours de l'enquête, un lien direct fut établi entre l'organisation de Tagui et l'assassinat. Camilleux s'avéra être le neveu de Saïd R, l'un des commandants clés du groupe qui coordonnait l'aile militaire. À Delanoje, ils payèrent 120 000 € pour le tir, somme transférée via un réseau de portefeuilles de crypto-monnaies qui ne put être tracé que partiellement. Imaginez le dilemme moral. Vous êtes avocat, on vous propose des honoraires de 100 000 € pour la défense d'un témoin contre la mafia, sachant que l'avocat précédent est mort. Accepteriez-vous? Wiersum accepta. De Vries soutint. Tous deux payèrent de leur vie pour la conviction que la loi est plus forte que la balle. L'histoire a prouvé le contraire. Les meurtres de Vries et Wiersum devinrent un moment charnière non seulement pour la société néerlandaise, mais aussi pour les forces de l'ordre international, qui jusqu'alors considéraient la criminalité européenne comme un problème ne nécessitant pas de mesures d'urgence, caractéristique de la guerre contre les cartels latino-américains. Mais maintenant, quand avocats et journalistes mouraient dans les rues d'Amsterdam, il devint évident, Ridouane Tagui représente une menace non inférieure à Pablo Escobar ou Joaquín Guzmán. Le problème était qu'au moment du début de l'enquête Marengo, Tagui se trouvait déjà depuis 4 ans hors d'Europe, vivant dans le luxe et la sécurité des Émirats arabes unis. Dès 2012, il s'était installé à Dubaï, ville devenue un paradis pour les criminels du monde entier grâce à l'absence d'accord d'extradition avec la plupart des pays occidentaux, au contrôle financier minimal et à une culture où l'on ne pose pas de questions si l'on a suffisamment d'argent. Tagui vivait dans une villa d'une valeur de 4 millions d'euros dans le prestigieux quartier de Palm Jumeirah, une île artificielle en forme de palmier où ses voisins étaient des cheikhs arabes, des oligarques russes et des stars du football mondial. La villa de 600 mètres carrés disposait d'une piscine avec vue sur le golfe Persique, d'un quai privé pour son yacht et d'un garage dans lequel se trouvait une Bentley Continental GT blanche d'une valeur de 250 000 €, une Rolls-Royce Phantom noire de 400 000 et une Lamborghini Aventador rouge qu'il avait offerte à sa femme pour son anniversaire. La famille de Tagui, femme et 5 enfants, menait une vie indiscernable de celle d'un milliardaire légal. École privée pour les enfants à 25 000 $ par an pour chacun, shopping au Dubai Mall, vacances en yacht au large d'Oman. Mais derrière les portes closes de la villa, Tagui continuait à gérer l'empire, donnant des ordres via des canaux de communication cryptés, EncroChat et Sky ECC, des messageries protégées qui, comme il le croyait, le rendait invulnérable. Cependant, en 2019, une opération commença qui changea tout. La police néerlandaise, la DEA et les services secrets français lancèrent un programme conjoint sous le nom de Code 26 Le Mont, en l'honneur de l'adresse d'une des maisons conspiratives de l'organisation de Tagui à Amsterdam. La percée majeure fut le piratage des serveurs EncroChat en avril 2020. Opération coordonnée par la gendarmerie française et Europol. En conséquence, plus de 100 millions de messages échangés par 60 000 utilisateurs à travers l'Europe furent interceptés. Parmi eux, les correspondances de Tagui, dans lesquelles il discutait de meurtres, d'approvisionnement en drogue et de répartition des profits. Mais à ce moment-là, il n'était plus à Dubaï. Le 16 décembre 2019, 4 mois avant le piratage, une unité spéciale de la police des EAU fit une descente dans la villa de Tagui à l'aube et l'arrêta avec 2 gardes du corps. L'opération de capture fut le résultat de nombreux mois de travail des services de renseignement néerlandais, AIVD, et de négociations au niveau des ministres des Affaires étrangères. Les EAU n'extradaient traditionnellement pas les criminels, mais l'assassinat de l'avocat Wiersum en septembre de la même année créa une telle résonance internationale que la pression diplomatique fonctionna. Les autorités émiraties consentirent à l'arrestation à condition que les Pays-Bas garantissent le respect de toutes les normes procédurales et que Tagui ne soit pas livré à des pays tiers sans le consentement des EAU. Le 17 décembre 2019, 24 heures après l'arrestation, un vol spécial de la gendarmerie néerlandaise, KMR, décolla de Dubaï pour Amsterdam avec à son bord le criminel
criminel le plus recherché d'Europe, menotté et entravé. Lorsque l'avion atterrit à l'aéroport de Schiphol, Taghi fut directement conduit à la prison de régime extra-renforcé, EBI à Vught, un établissement conçu spécialement pour les terroristes et les criminels particulièrement dangereux. Les conditions de détention à l'EBI étaient non plus dures que dans n'importe quelle autre prison d'Europe. Cellule individuelle de 10 mètres carrés, 1 heure de promenade par jour dans une cour isolée, interdiction totale de contact avec d'autres détenus, toutes les visites, uniquement à travers une vitre blindée et sous enregistrement vidéo, correspondance, sous censure totale. Taghi passa 4 ans dans ces conditions en attendant son procès. Pendant ce temps, 142 jours d'audience judiciaire furent menés, 327 témoins furent entendus, 512 volumes de preuves furent présentés pour un volume total de plus de 150 000 pages. Le coût du procès Marengo, selon les estimations du ministère de la Justice des Pays-Bas, dépassa les 50 millions d'euros. 20 millions furent alloués à la protection du tribunal et des témoins, périmètre armé, véhicules blindés, maisons sécurisées secrètes pour les témoins clés, 15 millions pour le travail du groupe d'enquête de 120 détectives. Le reste pour l'entretien des accusés, les frais de justice et l'assistance juridique. Le 27 février 2024, à 10h précises du matin, le juge Johan Marsing lut la sentence dans une salle d'audience bondée du tribunal d'Amsterdam, clôturée par des barbelés et gardée par 100 policiers armés. Ridouan Taghi fut reconnu coupable de la direction d'une organisation criminelle, de l'organisation de 6 meurtres, y compris l'avocat Dirk Wiersum, de 4 tentatives d'assassinat et de trafic illégal de plus d'1 tonne de cocaïne. Verdict, prison à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. 16 complices furent condamnés avec lui. Saïd Razouki, coordinateur de l'aile militaire, reçut la prison à perpétuité. Mario R., responsable de la logistique des meurtres, la prison à perpétuité. Mohamed R., tueur à gages ayant participé à 3 meurtres, 27 ans. Ashraf B., chauffeur et observateur, 29 ans. Le juge Marsing, dans son discours, qualifia Taghi de leader incontesté d'une organisation qui semait la terreur et sapait les fondations de l'état de droit, ajoutant « Vos actions ont transformé les Pays-Bas en un champ de bataille où des innocents mouraient. Osigné, Poda Agent ». Taghi écouta la sentence sans émotion, assis derrière la vitre blindée dans la cellule des accusés et ne prononça pas un mot. Mais tandis que le système judiciaire célébrait la victoire dans les rues d'Amsterdam, Rotterdam et Utrecht, la préparation du prochain acte du drame était déjà en cours. Scénario alternatif, que se serait-il passé si Taghi s'était rendu aux autorités en 2015 lorsque l'enquête Marengo commença et avait conclu un accord avec l'enquête? Il aurait pu recevoir 20 ans au lieu de la perpétuité, sauver une partie des actifs pour sa famille et éviter la mort de dizaines de personnes. Mais pour ceux comme Taghi, la capitulation est impensable. Un empire sans impérator, cependant, ne disparaît pas. Il mute. La mutation commença bien avant le verdict, car pendant que Taghi siégeait dans sa cellule isolée de la prison de Vught, son empire ne cessa pas d'exister. Il se fragmenta en factions en guerre, chacune se considérant comme l'héritière légitime du trône. L'une de ces factions était commandée par un homme dont le nom a fait trembler même le palais royal, Karim Bouyakrichan, un Marocain de 38 ans, né à Utrecht et ayant grandi dans les mêmes quartiers que Taghi. Bouyakrichan n'était pas un acteur fortuit, c'était le frère de Samir Jabli, ce même narcotrafiquant que Taghi avait ordonné d'assassiner en décembre 2014 à Utrecht. 14 balles tirées contre son frère transformèrent Karim Dallier en ennemi mortel et après l'arrestation de Taghi, une guerre éclata pour le contrôle des restes de la Mokro Mafia, utilisant des méthodes qui choquèrent même les détectives de police les plus expérimentés. À l'été 2022, les services de renseignement néerlandais, AIVD, interceptèrent des messages cryptés dans lesquels était discuté un plan qui ressemblait au scénario d'un thriller hollywoodien, l'enlèvement de l'héritière du trône des Pays-Bas. La princesse Katharina Amalia, fille aînée du roi Willem-Alexander, né le 7 décembre 2003, avait alors 18 ans et venait de commencer ses études à l'université d'Amsterdam, vivant dans une résidence étudiante ordinaire de la rue Prinsengracht. La décision du couple royal de permettre à leur fille de vivre comme une étudiante normale était un geste dans l'esprit de la tradition néerlandaise de modestie et d'égalité, mais ce geste coûta presque la vie à la jeune femme. Selon les données de l'enquête, le groupe de Bouyakrichan, en août-septembre 2022, mena une surveillance de la princesse, enregistrant ses itinéraires, l'heure des cours, les moments où l'escorte était minimale. Le plan prévoyait l'enlèvement d'Amalia dans la rue, entre l'université et la résidence, sa détention dans un appartement conspiratif dans la banlieue de Rotterdam et la présentation de demandes au gouvernement, la libération de Taghi et d'autres membres de la mafia détenus en échange de la vie de la princesse. Le 13 octobre 2022, lors d'une visite officielle en Suède, le roi Willem-Alexander et la reine
Maxima firent une déclaration choquante. Leur fille ne pouvait plus vivre à Amsterdam en raison de menaces concrètes et crédibles de la part du crime organisé. Amalia fut immédiatement évacuée de la résidence étudiante et logée au palais Huistenbosch à La Haye, sous surveillance 24 heures sur 24 de la Koninklijke Maréchaussée, la gendarmerie royale. Le périmètre du palais fut renforcé avec des portails blindés, des patrouilles avec armes automatiques, des systèmes de vidéosurveillance et des postes de tireurs d'élite sur le toit. La reine Maxima admit plus tard dans une interview que sa fille ne pouvait pas sortir de chez elle, ne pouvait pas rencontrer ses amis, vivait de fait recluse dans son propre pays. Imaginez cette scène. Une monarchie qui existe depuis 400 ans est contrainte de cacher l'héritière du trône, non pas d'une armée étrangère, mais d'une bande de narcotrafiquants. Qui gouverne vraiment le pays ici, le roi ou la mafia? Mais même le palais ne garantissait pas la sécurité. Au début de l'année 2023, les services de renseignement reçurent des informations sur une possible tentative d'assaut de la résidence ou d'attentats à l'aide de drones kamikazes, technologie que la Mokromafia commença à appliquer pour l'élimination des concurrents. En mars 2023, une décision sans précédent fut prise. La princesse Amalia fut secrètement emmenée hors des Pays-Bas et installée à Madrid, en Espagne, où elle poursuivit ses études à l'université sous une fausse identité et avec l'escorte des services secrets espagnols. Formellement, cela fut présenté comme un échange académique. Mais tous connaissaient la vérité. La future reine des Pays-Bas avait été contrainte de se cacher dans un pays voisin parce que son propre État ne pouvait garantir sa sécurité. Amalia n'est revenue aux Pays-Bas qu'en juillet 2024, 2 ans après le début des menaces, et vit toujours sous surveillance renforcée, chacun de ses déplacements étant accompagné d'un cortège blindé de 4 voitures. La princesse n'était pas la seule cible. Le Premier ministre des Pays-Bas, Mark Rutte, qui occupait ce poste depuis 2010 et était devenu l'un des chefs de gouvernement les plus durables de l'histoire du pays, reçut également des menaces de mort concrètes. Dans la correspondance saisie aux membres du groupe de Bouyakrichan, on discutait de l'élimination de l'ennemi principal et de un message à l'État qui ne sera pas oublié. Rutte fut contraint de déménager de son modeste appartement de La Haye vers une installation protégée, de se déplacer exclusivement en limousine blindée avec escorte et de renoncer à ses courses matinales, une habitude qu'il suivait depuis des décennies. Parallèlement, des menaces similaires furent adressées au ministre de la Justice de Belgique, Vincent van Quickenborne, qui militait activement pour le durcissement des lois contre le crime organisé et le contrôle sur le port d'Anvers. En septembre 2022, la police belge découvrit, chez des membres de la mafia albanaise liée à la Mokromafia, un plan détaillé pour l'enlèvement du ministre et de sa famille. Van Quickenborne et sa femme furent évacués vers un lieu secret et leur maison à Courtrai mise sous surveillance 24 heures sur 24 des forces spéciales. Bouyakrichan devint le symbole de la nouvelle génération de la Mokromafia, plus jeune, plus agressive et dénuée de tout tabou. Si Tagui, malgré toute sa cruauté, cherchait à éviter une attention excessive et n'attaquait que ceux qui menaçaient directement le business, Bouyakrichan et ses compagnons utilisèrent la terreur comme instrument de pression politique. Le prix sur la tête de Karim, annoncé par les factions mafieuses concurrentes, atteignit 1 million d'euros, somme qui montrait son statut dans le monde criminel. Il contrôlait un réseau de 200 à 300 militants, armés d'armes automatiques, de grenades et de gilets pare-balles, qui agissaient à Rotterdam, Utrecht et Amsterdam. Son revenu annuel du narcotrafic était estimé par la police néerlandaise à au moins 50 millions d'euros, ce qui en faisait l'un des criminels les plus riches d'Europe. Mais à la différence de Tagui, qui se cachait à Dubaï, Bouyakrichan restait sur le territoire européen, se déplaçant constamment entre les Pays-Bas, la Belgique, l'Espagne et le Maroc, utilisant de faux passeports et des appartements conspiratifs. Le dilemme moral auquel les autorités néerlandaises furent confrontés était déchirant. Se retirer face aux menaces et pactiser avec la mafia ou continuer la guerre, sachant que chaque jour des innocents étaient en danger, y compris une jeune femme de 18 ans dont le seul crime était d'être née princesse. Le roi remercia l'Espagne d'avoir accueilli sa fille. Mais qu'était-ce ? Un acte d'amitié entre alliés ou l'admission que les Pays-Bas avaient perdu leur souveraineté sur leur propre territoire, confiant la protection de l'héritière à un État étranger. La réponse à cette question devint encore plus douloureuse lorsque, en janvier 2024, la police espagnole arrêta finalement Karim Bouyakrichan dans une luxueuse villa à Marbella, mais ce qui se passa ensuite transforma la victoire en humiliation. L'humiliation commença le 18 mars 2024 dans la salle d'audience du tribunal de Malaga, lorsque le juge espagnol Rafael Moreno annonça une décision qui provoqua un choc au parquet néerlandais. Karim Bouyakrichan, accusé de menaces contre la famille royale, d'organisation de meurtre et de direction d'une organisation criminelle, est libéré sous caution pour un montant de 50 000 euros. 50 000. Une somme qu'un homme gagnant des millions avec la cocaïne pouvait sortir de sa poche comme monnaie pour un pourboire.
Les conditions de la libération étaient formelles jusqu'à l'absurde. Bouya-Krishan s'engageait à remettre son passeport, à se présenter au tribunal tous les 15 jours pour signer et à ne pas quitter les frontières de l'Andalousie. Le parquet néerlandais présenta une demande urgente, exigeant de maintenir Karim en détention jusqu'à son extradition, citant l'extrême dangerosité du suspect et le risque élevé de fuite. La procureure Marta van der Velde, dans son appel au tribunal espagnol, déclara « Cet homme a planifié l'enlèvement de l'héritière du trône d'un État souverain. Ce n'est pas simplement un criminel, c'est un terroriste qui représente une menace pour la sécurité nationale. » Mais le système juridique espagnol fonctionnait selon ses propres procédures. Le juge Moreno cita l'absence de preuves directes reliant Bouya-Krishan à des actes spécifique de violence sur le territoire espagnol et la présomption d'innocence garantie par la Constitution. 2 heures après la décision du tribunal, Karim sortit libre, payant la caution en espèces, 50 000 € apportés par son avocat dans un sac de sport, ce qui en soi souleva des questions sur l'origine des fonds. Bouya-Krishan quitta le bâtiment du tribunal par la sortie arrière, monta dans une Mercedes classe G aux vitres teintées qui l'attendaient et disparut en direction de Marbella. À partir de ce moment, le compte à rebours commença. Il restait 15 jours avant la prochaine présentation au tribunal. 14, 13, 12 jours passèrent et la police espagnole, formellement obligée de surveiller le suspect, n'entreprenait aucune action active. Les autorités néerlandaises demandaient une surveillance 24 heures sur 24, mais recevèrent la réponse « ressources insuffisantes ». Le 3 avril 2024, 24 heures avant la présentation prévue, Bouya-Krishan devait se rendre au poste de police de Marbella pour signer. Il ne se présenta pas. Il ne se présenta pas non plus le lendemain. Le 5 avril, lorsque la police espagnole se rendit finalement à sa dernière adresse connue, une villa louée dans l'urbanisation Puerto Banús, elle trouva une maison vide, avec les clés soigneusement posées sur la table et un mot adressé au juge. « Gracias por la hospitalidad » »« Merci pour l'hospitalité ». Karim Bouya-Krishan avait disparu. Selon les données d'Europol, il a très probablement traversé le détroit de Gibraltar sur un bateau privé et s'est réfugié au Maroc, où son clan familial contrôlait plusieurs villages dans les montagnes du Rif. Un mandat d'arrêt européen fut émis, mais le Maroc, n'ayant pas de traité d'extradition pour les crimes commis en Europe, refusa de le livrer. Le parquet néerlandais qualifia cela d'échec de la justice espagnole, la partie espagnole accusa les Néerlandais d'insuffisance de preuves, et tandis que les diplomates échangèrent des notes, Bouya-Krishan resta en liberté, continuant à gérer son réseau via des canaux cryptés. Mais si la fuite de Karim fut humiliante, ce qui arriva à Firastaghi devint une véritable gifle pour le système des forces de l'ordre. Firastaghi, le cousin de 36 ans de Ridwan, était né au Maroc, mais avait passé la majeure partie de sa vie aux Pays-Bas, où, dès l'adolescence, il aidait son cousin à bâtir l'empire de la drogue. Dès les années 2020, il occupait de facto la position numéro 2 dans l'organisation, étant responsable des flux financiers et des liens avec les fournisseurs sud-américains. En juillet 2024, la garde civile espagnole l'arrêta dans le port d'Algeciras, où il supervisait l'arrivée d'une cargaison de cocaïne de 450 kg, cachée dans un conteneur de bananes d'Équateur. Valeur de gros de la cargaison, 15 millions d'euros. Firas fut arrêté avec 3 complices et le parquet néerlandais présenta immédiatement une demande d'extradition, l'accusant de direction d'une organisation criminelle, de trafic illégal de stupéfiants et de blanchiment de plus de 100 millions d'euros via un réseau de sociétés écrans au Panama et au EAU. Le procès suivait son cours. Audiences préliminaires en août, recueil de preuves en septembre, fixation de la date de l'audience finale en octobre 2024. Tout indiquait que l'extradition n'était qu'une question de temps. Mais le 23 septembre 2025, presque un an après l'arrestation, l'Audiencia nationale espagnole à Madrid rendit une décision que les procureurs néerlandais qualifièrent de absurde juridique. Firastaghi est libéré de détention en raison d'une erreur de procédure dans la rédaction du mandat d'arrêt. L'erreur consistait dans le fait que dans le mandat européen initial, émis par les Pays-Bas, une date erronée de l'un des crimes incriminés était indiquée. Au lieu de 15 mars 2019, était écrit 15 mars 2020. Formellement, cela rendait le mandat non valide selon la législation espagnole. La partie néerlandaise corrigea immédiatement l'erreur et présenta un mandat mis à jour, mais le tribunal espagnol statua que la procédure avait été violée et que l'accusé devait être libéré jusqu'au réexamen de l'affaire. Le 24 septembre 2025, Firastaghi sortit de la prison de Soto del Real près de Madrid, monta dans un taxi et partit vers une direction inconnue. Le parquet néerlandais publia une déclaration dans laquelle il utilisa le mot « stupéfait ». Et le ministre de la Justice, Dylan Yeşilgöz, exprima publiquement une profonde déception face à la décision des tribunaux espagnols.
qui sape les fondements de la coopération européenne dans la lutte contre le crime organisé. Les autorités espagnoles se justifièrent en disant qu'elles suivaient la lettre de la loi, à quoi les Néerlandais répondirent: la lettre de la loi a libéré l'un des plus dangereux barons de la drogue d'Europe à cause d'une faute de frappe dans la date. Imaginez le dilemme du juge espagnol. Devant vous, il y a le dossier d'un homme accusé de trafic d'une demi-tonne de cocaïne et de direction de la mafia. Vous savez qu'il est dangereux, mais dans les documents, il y a une erreur d'1 an dans la date. Qu'est-ce qui est le plus important? Suivre la procédure ou sauver des milliers de vies que la drogue détruira s'il est libéré? Le juge a choisi la procédure. La mafia a choisi la liberté. Fin 2025, les 2 leaders clés de la Mocro-mafia après l'arrestation de Ridouan Taghi, Karim Bouyakrichan et Firas Taghi, étaient en liberté, probablement au Maroc, où ils continuaient à gérer une entreprise qui rapporte des milliards. L'extradition du Maroc restait une fiction juridique. Les négociations traînaient et le temps passait. Le départ de Firas d'Espagne se fit 6 heures après la décision du tribunal. 3 heures, 1 heure. Libéré. L'hydre avait perdu sa tête en la personne de Ridouan, mais à sa place, 3 nouvelles avaient de poussé et chacune était plus affamée que la précédente. Et tandis que les diplomates rédigèrent des notes de protestation et que les juristes discutaient de subtilités procédurales, dans les rues des Pays-Bas et de la Belgique, une réalité se déroulait qu'il était impossible de cacher derrière le langage bureaucratique. La Mocro-mafia non seulement avait survécu après l'arrestation de son leader, elle avait évolué en quelque chose de plus dangereux et de plus décentralisé. Début 2026, la structure de pouvoir de l'organisation s'était définitivement transformée d'une hiérarchie verticale en une fédération de groupes autonomes unis par des intérêts communs mais opérant de manière indépendante. Firas Taghi et Karim Bouyakrichan, se trouvant vraisemblablement au Maroc, coordonnaient les approvisionnements en cocaïne et le blanchiment d'argent. Naoufal Fassi, connu sous le nom de Nofel, un Marocain de 42 ans condamné à la prison à perpétuité aux Pays-Bas en 2019 pour une série de meurtres, continuait de diriger sa faction depuis derrière les barreaux via des avocats et des proches, un schéma que le parquet néerlandais tentait de détruire, mais sans succès. Mais le plus alarmant s'est révélé être l'apparition d'une nouvelle génération de jeunes Marocains âgés de 20 à 30 ans, nés et élevés aux Pays-Bas, qui parlent mieux le néerlandais que l'arabe et ne connaissent pas d'autre vie que les ghettos de Rotterdam et d'Amsterdam. Ces personnes ne se souviennent pas de l'époque où la mafia se cachait dans l'ombre. Elles ont grandi dans une culture où les barons de la drogue étaient des héros de clips de rap, où Instagram regorge de photos de liasses d'euros et de pistolets dorés, où la violence n'est pas le dernier recours, mais le premier. Leur méthode choque même les vétérans du monde criminel. Explosion de grenades devant les maisons des concurrents, meurtre en direct sur Instagram Live, utilisation de tueurs à gages mineurs âgés de 14 à 15 ans et qui ne peuvent être pleinement poursuivis pénalement selon la législation néerlandaise. En 2025, 32 explosions liées à des règlements de compte entre factions de la Mocro-mafia ont été enregistrées. C'est plus que les 5 années précédentes réunies. La statistique du narcotrafic parle d'elle-même et détruit toute illusion sur la victoire des forces de l'ordre. En 2024, le port d'Anvers a saisi un record de 110 tonnes de cocaïne, 30% de plus que l'année précédente. 110 tonnes, tout en sachant que selon les estimations d'Europol, pas plus de 10 à 15% du volume total n'est saisi. Simple arithmétique. Si 110 ont été saisis, cela signifie que de 700 à 1100 tonnes sont passées. Avec un prix moyen de gros de 35 000 € par kilogramme, cela représente 24 à 38 milliards d'euros de chiffre d'affaires annuel rien que par un seul port. Rotterdam a montré une dynamique paradoxale. Les saisies officielles ont baissé à 26 tonnes en 2024 contre 40 tonnes en 2023. La police célébrait le succès mais les analystes ont tiré la sonnette d'alarme. La diminution des saisies ne signifie pas une diminution du trafic. Cela signifie que la mafia a changé de tactique, passant à des cargaisons plus petites de 10 à 20 kg, qui sont plus faciles à transporter et plus difficiles à détecter. La machine économique de la Mocro-mafia fonctionne de manière impeccable et son budget dépasse les possibilités de ceux qui doivent la combattre. Décomposons le chiffre d'affaires annuel d'une faction moyenne en postes concrets. 200 millions d'euros de revenus bruts de la vente de cocaïne, moins 60 millions pour l'achat auprès des fournisseurs sud-américains, moins 25 millions pour les pots de vin, aux dockers 5 000 par conteneur, aux douaniers 50 000 mensuellement, aux informateurs de police de 10 à 100 000 pour des informations précieuses, moins 15 millions pour l'entretien de l'aile militaire, 300 tueurs à gages, coursiers, chauffeurs à 4 000 € par mois chacun, moins 10 millions pour les avocats qui défendent les membres arrêtés
et leurs familles. Total, 90 millions d'euros de profit net pour une faction. Avec 5 à 6 grandes factions, le revenu annuel total de la Mokromafia s'élève de 450 à 540 millions d'euros. À titre de comparaison, le budget de la police néerlandaise pour la lutte contre le crime organisé en 2025 est de 3 milliards pour tout, y compris les salaires, la technique, l'entretien des prisons. Qui gagnera dans la course où une partie gagne 6 fois plus que ce que l'autre dépense pour sa destruction? Les technologies ont également changé. Après le piratage d'Encrochat en avril 2020 et de Sky ECC en mars 2020 déteints, opérations qui menèrent à l'arrestation de plus de 8000 criminels à travers l'Europe, la mafia est passée à de nouvelles plateformes. Anom, créé ironiquement par le FBI lui-même comme piège, exclu, et des messageries décentralisées basées sur la blockchain, qu'il est pratiquement impossible de pirater. Parallèlement, des drones sont utilisés pour la reconnaissance et la livraison de petites cargaisons de drogue à travers les frontières, des crypto-monnaies pour le blanchiment d'argent, des technologies de deepfake pour la création de fausses vidéos à des fins de chantage de fonctionnaires. En novembre 2025, la police belge a découvert un laboratoire dans la banlieue d'Anvers où l'on produisait non pas des drogues, mais de faux passeports diplomatiques de l'Équateur et de la Guinée-Bissau, pays que la Mokromafia utilise comme point de transit. Les liens avec le terrorisme international ajoutent une autre couche sombre. Le 13 novembre 2023, à Madrid, le politicien espagnol Alejo Vidal Quadras, ancien vice-président du Parlement européen, fut blessé par arme à feu. L'enquête a établi que le commanditaire était le gouvernement iranien, mais les exécutants, des membres de la Mokromafia, engagés par des intermédiaires pour 500 000 euros. La mafia s'est transformée en une armée mercenaire, prête à tuer non seulement pour le contrôle du narcotrafic, mais aussi pour l'argent de quiconque paie. Et si demain le commanditaire devenait une organisation terroriste? Et si la prochaine cible n'était pas un politicien, mais une explosion au centre d'Amsterdam ou de Bruxelles? Scénario alternatif que certains experts discutent, et si l'on légalisait la cocaïne, comme le Portugal a dépénalisé toutes les drogues en 2001? Priver la mafia de sa source de revenus, transformant une marchandise illégale en une marchandise réglementée par l'État, mais les chiffres montrent le problème. Au Portugal, il s'agissait de consommation et non de production et d'exportation. La légalisation de la cocaïne en Europe n'arrêtera pas sa production en Amérique du Sud et ne liquidera pas les réseaux construits pendant des décennies. De plus, cela pourrait créer un marché légal de 300 à 400 milliards d'euros, que la mafia monopoliserait simplement via des sociétés écrans, comme cela s'est produit avec la marijuana légale dans certains États des États-Unis, où jusqu'à 40% du marché est contrôlé par des structures parallèles. Ridouan Taghi purge sa peine à perpétuité dans une cellule individuelle de la prison de Vught. Mais dans les rues de Rotterdam, Anvers, Amsterdam, il y a plus de cocaïne que jamais, plus d'explosions, plus de meurtres, plus d'argent pour la mafia. La guerre contre la drogue que l'Europe mène depuis 30 ans, dépensant des centaines de milliards d'euros pour la police, les tribunaux, les prisons. Est-ce un mythe ou une réalité? Ou est-ce juste un spectacle pour les contribuables qui croient que leur argent va à la lutte, tandis que les politiciens s'entendent avec les mêmes personnes qu'ils devraient emprisonner? La question n'est plus de savoir si l'Europe vaincra la Mokromafia. La question est de savoir si elle a réalisé qu'elle a déjà perdu et que la prochaine génération vivra dans un monde où les princesses se cachent dans des pays étrangers. Les journalistes se taisent par peur et la mafia dicte des règles plus fortes que les lois. Si vous voulez connaître la vérité que l'on vous cache, si les histoires qui changent votre vision du monde vous intéressent, abonnez-vous à la chaîne. Ici, pas de censure, pas de propagande officielle, seulement des faits, des chiffres et une réalité dont il est impossible de détourner le regard.